Les puristes ont toujours cherché à recréer le passé. Mais sont-ils au moins proches de la vérité? Changer de montage sur instrument moderne suffit-il à reproduire les sonorités de l'époque baroque? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sur un violon, la mentonnière, le cordier, le chevalet, l'âme à l'intérieur, la touche, les chevilles et bien sûr les cordes sont rarement d'origine, si le violon a plus de 40 ans et a été joué régulièrement. La mentonnière a un faible impact sur la sonorité du violon, et c'est surtout le confort du violoniste, et bien sûr aussi l'esthétique, qui sont en jeu. L'utilisation de la mentonnière est apparue au XIXe siècle, avec Louis Spohr, compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand. Elle permet au musicien de poser son menton pour avoir un confort optimal. Mais elle sert aussi à protéger le bois de la table du violon de la transpiration et de toute autre forme d'abrasion. Le cordier, facile à changer. Il est rare de garder l'ancien cordier lorsqu'on change d'instrument. Personnellement, avec la mentonnière, le cordier est l'une des premières choses que j'ai changées lorsque j'ai acheté cet instrument. Car esthétiquement, je préfère un cordier en buis, qui en plus est plus léger, qu'un cordier en ébène. Le buis est un bois qui a plus de relief, sachant qu'il sonne tout aussi bien que les autres essences, mais de toute façon, son impact sur le son général du violon est assez négligeable. Le chevalet s'use et finit par se voiler sous la pression de plusieurs kilos qu'il exerce les 4 cordes dessus. Le chevalet est en érable, car c'est un bois qui sonne très bien et qui est très dense. Et en fait, à part la table du violon et toutes les pièces amovibles, sauf le chevalet, tout le reste est en érable. Donc le chevalet est en érable, les éclisses, le fond, toute la tête, la volute, tout est en érable. La forme du chevalet reste plus ou moins la même et n'a pas trop évolué depuis des centaines d'années. L'âme, elle est souvent oubliée parce qu'elle est cachée à l'intérieur du violon, comme vous le voyez, mais c'est l'une des pièces les plus importantes du violon, car sans elle, tout s'effondrerait. C'est ça qui relie en fait la table avec le fond, et qui permet de transmettre les vibrations du chevalet, qui transmet à la table, qui transmet à l'âme, qui transmet au fond, qui ensuite ressort par les ouïes. Donc c'est vraiment l'âme qui est la transition, déjà au niveau physique pour que ça tienne, parce qu'il y a quand même, comme on le disait, beaucoup de pression, et en plus qui permet les transmissions de vibrations. L'âme finit par s'abîmer à force d'être déplacée, car le luthier la tape avec un petit outil ou la pique pour la prendre. La touche, elle aussi, est à changer lorsqu'elle devient trop usée. À l'époque, les touches étaient dans d'autres essences de bois, plus légères mais moins solides. Aujourd'hui, les touches sont toutes en ébène, car c'est un bois très dense et donc beaucoup plus solide. Parce qu'il y a beaucoup d'usure avec les doigts sur les cordes, qui en fait est en contact direct avec la touche. J'ai jamais eu besoin de changer la touche, j'ai jamais gardé un violon suffisamment longtemps, mais j'ai plusieurs de mes collègues qui ont fait cette opération assez importante quand même, parce qu'il faut vraiment la décoller. Le fait qu'on use la touche avec les doigts qui reposent, donc les cordes qui frottent la touche, avec les années, on finit par creuser des petits trous. Ça finit par user la partie qui est en contact. Et donc il faut raboter la touche. Avec le temps, la touche s'affine, jusqu'à ce qu'elle devienne si fine qu'il faut la changer, parce que quand on appuie sur le haut, tout en haut de la touche, finalement ça s'affaisse. Donc il faut qu'elle ait un minimum d'épaisseur. Je ne sais pas exactement en millimètres combien ça doit représenter, mais avec les années, elle s'affine trop pour être suffisamment solide. Déjà en plus il y a une histoire de confort, parce que quand il y a des trous, on sent, il y a une espèce d'empreinte qui n'est pas très agréable. On a besoin d'une touche aussi lisse que possible. Les chevilles, elles sont souvent en buis, en ébène ou en palissandre. Celles-ci sont en palissandre. Personnellement, je préfère les chevilles en buis, mais je suis passé au palissandre parce que il fallait que je refasse mes chevilles qui étaient déjà en palissandre, et mon luthier m'a dit que c'était vraiment le bois idéal, parce que les chevilles en buis étaient plus molles. Donc elles sont très belles, mais elles sont beaucoup plus molles. Il faut plus souvent les retailler pour qu'elles épousent parfaitement le trou. Mon luthier devait les refaire car elles étaient devenues trop courtes à force d'être retaillées pour bien épouser la forme du trou, pour mieux glisser tout en ayant une accroche suffisante. Car on ne veut pas avoir à forcer pour s'accorder, ni avoir une cheville qui ne tient pas l'accord et qui se désaccorde toute seule. Les cordes, elles ont un impact décisif sur le son du violon. Ils doivent être choisis attentivement et changés régulièrement. J'ai fait toute une vidéo sur le choix des cordes et la fréquence de changement. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors c'est très bien de voir tout ce qui peut être changé assez facilement dans un violon, mais c'est quoi un montage d'époque? La mentonnière a beaucoup évolué depuis sa création, passant de ça à ça. Et certains instrumentistes retirent même la mentonnière pour retrouver les sensations d'époque, parce que la mentonnière est apparue au 19e siècle. Et donc avant cela, on jouait sans mentonnière. L'idée étant également de changer le son en retirant la mentonnière, parce que la mentonnière fait pression sur l'instrument. Et donc en retirant cette mentonnière, on enlève cette tenaille
Le cordier n'affecte pas trop le son, mais certains retirent les tendeurs, c'est d'ailleurs mon cas. J'ai retiré tous les tendeurs, surtout sur la corde Mi, c'est un peu ce côté minimaliste, et surtout le fait d'avoir quelque chose qui fait pression, qui s'attache sur le cordier, pour moi ça enlève une partie des vibrations. Tout ça c'est négligeable, c'est vraiment plus un côté esthétique. Et même si les cordiers ont changé de forme en passant de ça à ça, leur impact sur la sonorité du violon est quand même assez négligeable. Ces vidéos ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée, rejoignez mes emails privés gratuits où chaque mercredi je partage avec vous mes meilleures idées. C'est le premier lien dans la description. Le chevalet n'a pas trop évolué depuis des centaines d'années, donc à nouveau c'est plus pour l'esthétique que pour le son si on le change. Car certains chevalets ont vraiment des reflets magnifiques. Et changer de chevalet ne nous rapproche pas tellement de la sonorité baroque. L'âme n'a pas tellement évolué non plus, donc la changer ne nous changera pas vraiment le son, sauf si elle est vraiment usée. Dans ce cas-là, ça aidera plus à communiquer les vibrations naturelles de l'instrument, ce qu'il faudra faire de toute façon. La touche, en plus de changer d'essence de bois, s'est allongée au fil des années pour permettre de démancher plus haut, car à l'époque baroque et avant, on ne démanchait rarement au-dessus de la 3e position, on allait au 4e. C'est avec Paganini, les violonistes au 19e siècle, qu'on a vraiment commencé à aller dans les sommets de la touche. Et donc là, on a commencé à rallonger. Mais ça n'a aucun impact sur le son, ni la nature du bois d'ailleurs, parce que la touche ne vibre pas tellement, elle permet juste de poser les doigts. Concernant les chevilles, on est davantage préoccupé par l'esthétique et le côté pratique que par la sonorité, parce que les chevilles n'affectent pas vraiment le son du violon. Mais alors qu'est-ce qui affecte la sonorité finalement? Les cordes, elles sont en métal et les instrumentistes qui repassent sur les instruments d'époque reviennent simplement à des cordes en boyau. Et en plus, ils s'accordent un demi-ton en dessous, car ce n'est qu'en 1936 que le diapason a officiellement atteint le La 440 Hz. Et aujourd'hui, certaines personnes atteignent le La 444 Hz. Le La était à 415 Hz à l'époque baroque, c'est-à-dire un demi-ton en dessous par rapport au 440. Et même au 19e siècle, il n'avait atteint que les 435 Hz. Donc on n'a eu de cesse que de monter l'accord pour plus de brillance, puisqu'il a rajouté également de la tension. Les cordes en boyau supportent moins cette pression, cette tension, que les cordes en métal. Je suis passé à un moment en corde boyau, et je supportais assez mal cette instabilité, le fait de devoir me réaccorder aussi souvent, c'est bien que je suis retourné à nouveau aux cordes en métal. Avec les cordes en boyau, enfin mon expérience, me montrait que le son était moins tendu, plus souple, mais aussi moins brillant, et moins puissant. Après, j'ai pas ici toutes les cordes en boyau, ni toutes les cordes en métal. Il y en a de toutes les épaisseurs et de toutes les marques, donc à chacun d'essayer. Si vous avez testé les cordes en boyau, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Et l'archet dans tout ça? On remarque la différence entre un archet baroque et un archet moderne, au niveau de la longueur et au niveau de la forme. À l'époque, les archets baroques étaient en toutes sortes de bois, les archetiers ont beaucoup expérimenté avec le bois d'amourette, comme celui-ci, ou le bois de fer même, ou le bois d'abeille, les différentes essences, alors qu'après ils sont passés avec l'archet moderne au pernambouc. Donc c'est pas le même équilibre, c'est pas le même poids, c'est pas la même longueur, et tout ça influence le son et également le phrasé. Au niveau de la pointe, on voit que l'archet baroque est beaucoup plus allongé que l'archet moderne, qui a une pointe plus lourde. Évidemment, il y a plus de bois, même si elle est plus courte, si on voit dans ce sens-là. Et en plus, il y a une tête de l'archet qui est en os, alors que là, il n'y a rien. Donc ça clairement, ça rajoute du poids. Donc toutes ces choses-là, ça change l'équilibre. Au niveau de la hausse, c'est à peu près identique au niveau de la taille, sauf que là, il y a du métal, et là aussi, alors que là, il n'y a que du bois. Voilà, c'est de l'os à nouveau, et là, c'est de l'amandier. Donc c'est pas l'ébène pèse plus lourd, en plus, il y a de la nacre, alors que là, il n'y a rien. Je vais vous jouer le même extrait avec les deux archets, modernes puis ensuite baroques. Et maintenant avec archet baroque.
Donc on remarque qu'il y a quand même des différences au niveau du son, mais c'est pas si flagrant quand même. Mais alors qu'est-ce qui fait la différence entre ça et ça? C'est l'interprétation qui change. Le fait d'être accordé un demi-ton en dessous donne un son plus doux. Et le fait d'avoir un archet plus court pousse à phraser différemment. Donc c'est pas tellement le matériel, mais plus l'interprétation qui diffère vraiment entre les deux enregistrements qu'on vient d'entendre. C'est bien plus l'interprétation, la manière de jouer, l'approche, bien plus que les instruments eux-mêmes. Le fait d'essayer de remonter un instrument dans le style de l'époque baroque implique un état d'esprit très puriste. Ces interprètes sont déterminés à faire des recherches approfondies pour déterminer le style de l'époque, la manière de jouer, de vibrer, de lier les notes, de respirer, la pression qu'exerçait l'archet sur les cordes. Aujourd'hui, on a tendance à maintenir la pression avec la façon dont la forme concave des archets, alors qu'à l'époque, avec l'archet complètement droit, voire carrément en extérieur, on avait tendance à relâcher le son. Donc c'est une façon de jouer totalement différente, qui donnera un son très différent. C'est une belle démarche d'étudier la manière dont jouaient les musiciens à l'époque, mais personnellement je pense que si on pouvait remonter dans le temps, on serait déçu par les sonorités d'avant. Je suis bien persuadé que les instruments n'ont eu de cesse que de se perfectionner avec la pratique et l'agrandissement des salles de spectacle. De même que les interprètes qui n'ont eu de cesse que de progresser au niveau technique. Je serais très curieux d'entendre Bach jouer ses fugues, ou entendre Paganini jouer ses concertos. Mais je pense qu'au niveau maîtrise et sonorité, je serais probablement déçu par les performances de l'époque, par rapport aux interprètes d'aujourd'hui. Alors plutôt que d'essayer de revenir en arrière, allons plutôt de l'avant pour redécouvrir ces œuvres du passé, afin qu'elles contribuent à donner un sens à notre époque moderne. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et un commentaire. Je publie une vidéo par semaine, donc si vous ne voulez pas rater la suite, songez à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout, ne cessez jamais de progresser.